Cette dernière vidéo va aborder la représentation normalisée des systèmes de mise et de maintien en position que l'on retrouve sur les contrats de phase. La représentation d'une mise en position ou d'un maintien en position est normative. Elle se base sur la représentation d'une flèche, comme dans le cadre de la mise en position sur les APEF, si ce n'est que cette flèche est beaucoup plus riche et contient plus d'informations. Si on regarde l'extrémité, cette flèche peut être soit pleine, dans ce cas elle représentera une MIP, soit vide, creuse, elle représentera une map. Pour le cas d'un soutien, un soutien ne participe pas à la mise en position, sa flèche sera donc vide. Si on regarde maintenant la partie arrière de la flèche, elle peut être dessinée par un double trait, dans ce cas il s'agira d'un contact sur une surface brute, ou d'un simple trait, dans ce cas il s'agira d'un contact sur une surface usinée. Pour la partie avant de la flèche, on viendra ajouter une représentation pour décrire la nature du contact entre le montage et la pièce. Ici, cette représentation bombée représente une touche ponctuelle bombée. Enfin, sur la partie arrière de la flèche, on représente la solution technologique associée à ce contact. Ces différents types de technologies permettent aux flèches, au contact, d'être soit mobiles, soit fixes, soit escamotables, etc. Ici, cette représentation de S représente un serrage axial. L'ensemble de cette représentation est normalisée, elle forme ce que l'on appelle la mise et le maintien en position selon la seconde partie de la norme. La première partie de la norme correspondant aux représentations que l'on a utilisées sur la PEF, c'est-à-dire de simples flèches pleines avec un unique trait qui ne donne aucune information technologique. Ce tableau représente l'ensemble des différents types de technologies qu'il est possible de représenter, que ce soit pour les MIP, flèches pleines, ou pour les maps flèches creuses. Donc les technologies, c'est ce qui se représente sur la partie arrière des flèches. Si on représente un simple trait vertical, on parlera d'un appui fixe. Si on représente un rond, on parlera alors d'un appui ou d'un maintien en position qui joue le rôle de centreur. Si on vient représenter un symbole en termes de S, dans ce cas, cela signifiera que ce contact est mobile et peut effectuer un serrage axial. Si on représente un escargot, cela signifiera que ce contact est là aussi mobile et qu'il effectuera un mouvement concentrique. Si l'on représente un V, cela signifie que ce contact est mobile mais de façon irréversible. Il vient se positionner puis ne bouge plus au cours de l'usinage. Si on représente un ressort, cela signifie que ce soutien est mobile et pourra bouger tout au cours de l'usinage. Enfin, par exemple, on peut combiner différentes représentations. Ceci représenterait un centrage mobile réversible. Le tableau ci-dessous représente quant à lui les différentes natures de contact qu'il est possible de représenter dans le cadre de la représentation d'une MIP. On peut représenter des contacts ponctuels bombés à l'aide d'une extrémité courbée, des contacts ponctuels plats de type touche plate à l'aide d'une représentation en cuvette, des contacts striés. On peut aussi représenter pour les cas du tournage par exemple des pointes fixes, on peut aussi représenter des pointes tournantes. On peut représenter une succession de plusieurs touches plates avec des dégagements centraux. Donc par exemple ici on aura une touche plate, un dégagement, une touche plate. On peut représenter des cuvettes. On peut représenter non pas des pointes mais des V dans lesquelles on viendra insérer une pièce cylindrique. On peut aussi représenter des palonniers. Qu'est-ce qu'un palonnier? Un palonnier, c'est un contact ici, un contact là, avec une possibilité de rotation des deux contacts autour de ce point. Enfin, on peut représenter des orienteurs. Un orienteur, c'est un peu comme un palonnier, c'est-à-dire un contact à ce point, un contact à ce point, mais avec aucune rotation possible. C'est-à-dire que l'orienteur, comme son nom l'indique, donne l'orientation de la surface en contact avec ces deux plans, alors que le palonnier va s'adapter à l'orientation de la surface entre ces deux points. Essayons à travers ce tableau de comprendre le lien qui existe entre les représentations de MIP et de MAP et le nombre de degrés de liberté bloqués dans le cadre de ces représentations. Ici on voit une flèche pleine, c'est-à-dire qu'elle participe à la mise en position avec un appui fixe, le petit trait horizontal derrière, la nature de cet appui étant effectuée à travers une touche plate. Donc une seule normale de contact va nous bloquer 1 degré de liberté. Si l'on regarde cette représentation, ici on voit un alésage dans lequel a été insérée une pointe tournante. Cette pointe tournante peut être amenée et verrouillée en position. Elle va donc nous bloquer 2 translations. L'alésage ne pourra plus monter verticalement, il ne pourra pas non plus venir dans notre direction, donc il bloque ces 2 translations.
Et le côté conique avec ici le contact irréversible va aussi bloquer la translation horizontale. Au final, cette pointe tournante va nous bloquer 3 degrés de liberté. Si on regarde maintenant cette représentation, on voit qu'il y a un contact sur une surface brute, double trait, un contact de type strié. On voit aussi ici une extrémité pleine, c'est-à-dire que cela participe à la mise en position, et un serrage concentrique de cette mise en position. Ici, on est très classiquement dans la représentation d'un mort dur sur un tour. Ceci peut bloquer 2 ou 4 degrés de liberté, tout dépend du nombre de morts mis en place et de la longueur de ces morts. Si on regarde cette représentation-là, qui est un petit peu plus complexe, on voit qu'il y a 2 contacts avec la surface, qui sont des contacts bombés, qu'on est sur une surface usinée, flèche simple, que l'on participe à la mise en position. Donc 2 contacts, cela pourrait bloquer a priori 2 degrés de liberté, le degré de liberté en rotation, parce qu'on est sur une linéaire rectiligne, et le degré de liberté en translation. Mais attention, ici, sur la partie arrière de la flèche, on est venu représenter cette espèce de ressort, qui signifie que le mouvement du contact est toujours possible dans cette direction au cours de l'usinage. Dans la direction X, on ne vient pas positionner la surface. Ce système ne bloque donc qu'un seul degré de liberté, ici le degré de liberté en rotation. Ceci est très clairement un orienteur. Ce système-là vient orienter cette surface, mais non pas la positionner dans l'axe horizontal. Un seul degré de liberté bloqué. Cette représentation-là, ce que l'on constate tout de suite, c'est qu'on n'est pas sur de la mise en position, mais du maintien en position. La flèche est creuse, donc c'est un système de serrage axial, avec ici un système tournant de type palonnier qui va permettre au serrage de s'adapter à l'orientation de la pièce. Quelle que soit l'orientation de la pièce ici, les 2 touches vont s'aligner sur l'orientation de la pièce grâce à la rotation à ce point-là. Donc on y effectuera un serrage en 2 points qui s'adapte à l'orientation de la pièce. Qui dit serrage dit aucun degré de liaison bloqué. Si on regarde cette représentation, flèche noire, donc mise en position, une cuvette qui va nous permettre de venir mettre en position un cylindre, cela bloquera au minimum 2 degrés de liberté selon la longueur de ce V. Ici on voit qu'on est face à un appui fixe. Donc 2 degrés de liberté si le V est court, 4 degrés de liberté si le V est long. Si on regarde la représentation en dessous ici, elle est quasi similaire à celle que l'on a traitée, si ce n'est qu'au lieu d'un appui fixe, on est venu mettre un appui réversible, c'est-à-dire un mouvement possible de ce système tout au cours de l'usinage. Cela libère donc le degré de liberté horizontal. Le seul degré de liberté qui reste bloqué, c'est le degré de liberté vertical. On bloque donc ici un seul degré de liberté. Enfin, ce dernier système, que représente-t-il? Ici, on a une flèche blanche, c'est donc un système ne participant pas à la mise en position, une touche plate sur une surface usinée avec un système réglable irréversible. Très clairement, ici on est dans la représentation d'un soutien qui vient se positionner contre la surface, puis se bloquer contre la surface pour permettre de rester en place au cours de l'usinage. En revanche, ce n'est pas lui qui met en place la surface, il se contente de la soutenir. Il ne bloque donc aucun degré de liberté, c'est un soutien. Enfin, sur cette dernière diapo, abordons quelques exemples simples de mise en position et de maintien en position représentés de façon normalisée. Ici, par exemple, on a une touche plate sur une surface usinée qui sert à la mise en position avec un appui fixe. Et en vis-à-vis, nous avons un serrage axial, maintien en position, touche creuse, avec une surface bombée, ce qui est rationnel, parce qu'on est face à une surface brute, c'est la double flèche qui nous le dit. Qui dit surface brute dit des défauts de forme, donc il est plus naturel de venir utiliser une touche bombée. Si on regarde ici la vue de droite, on constate sur une surface déjà usinée 2 contacts, donc qui vont nous former une linéaire rectiligne avec des appuis fixes. On peut utiliser des touches plates parce que la surface est déjà usinée. Et sur la partie supérieure, en vis-à-vis des touches plates, on est venu mettre en place 2 touches bombées. C'est un serrage qui participe au maintien en position, non pas à la mise en position. Et ce système va s'adapter à l'orientation de la surface grâce à la possibilité de rotation ici sur le palonnier. Il est ici rationnel d'utiliser des touches bombées, nous sommes sur une surface brute avec des défauts de forme. Il est aussi plutôt malin d'utiliser un palonnier qui va permettre à ces 2 touches de s'orienter plutôt que de subir l'orientation de ces 2 touches. Ce qu'on peut constater sur ces 2 solutions, c'est qu'à chaque fois le serrage est mis
en vis-à-vis de la mise en position afin de minimiser les déformations de la pièce. En effet, si au lieu d'avoir 2 points de serrage ici, on avait eu un simple point de serrage au centre, on se serait retrouvé face à une pièce en flexion. Or, le but d'une mise et d'un maintien en position, c'est de minimiser les déformations de la pièce. Donc ici, bien toujours penser à venir effectuer les serrages au droit des contacts de mise en position. Un autre exemple, ici un petit peu plus complet, où on voit apparaître l'ensemble de la mise en position, effectuée ici à travers 3 touches ponctuelles, 1, 2, 3. Donc ce n'est pas un appui-pan complet, sinon il y aurait simplement une surface de représenter. Ici on a volontairement représenté une touche, puis 2 touches l'une derrière l'autre. Donc on a 3 ponctuels qui effectuent cet appui-plan, en appui fixe sur des surfaces usinées. Sur le côté, on a 2 ponctuels en touche plate qui vont effectuer la linéaire rectiligne avec des appuis fixes sur une surface usinée. On a enfin une 6e ponctuelle qui est non représentée ici, simplement par une pastille. Quand on voit les normales de contact de face, la norme ne nous permet pas de venir apporter des éléments technologiques. Donc c'est la même représentation que dans la MIP que l'on voit apparaître sur la PEF. Associé à ces 6 degrés de liberté bloqués par la MIP, on voit apparaître ici un soutien irréversible, donc il ne participe pas à la MIP, flèche blanche, sur une surface usinée. Ce symbole signifie qu'il est irréversible. À quoi sert ce soutien? La pièce ici a une géométrie qui est très déformable, donc on vient mettre un point d'appui de plus qui va se régler en contact avec la surface afin de limiter les déformations de la pièce au cours de l'usinage. Enfin, le maintien en position, le serrage à proprement parler, est assuré ici sur une surface brute avec une touche bombée, donc surface brute double flèche, à l'aide d'un serrage axial. Ce n'est pas précisé, mais on pourrait très bien imaginer ici une sauterelle horizontale.